Alors imaginez un instant qu'une guerre invisible soit en cours. Une guerre qui ne se bat pas pour des territoires ou des ressources, non, mais pour le tissu même de notre réalité. Certains cadres de pensée avancent l'idée que notre existence même est au cœur d'un conflit cosmique absolument fondamental. C'est cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, qu'on va décortiquer ensemble. Ça nous amène à une question qui peut paraître folle, n'est-ce pas? Et si la réalité, telle qu'on la connaît, telle qu'on la perçoit chaque jour, était en fait la cible d'une attaque? C'est le véritable point de départ de toute notre exploration d'aujourd'hui. Bon, pour commencer à y voir plus clair, il faut poser les bases. Comme dans toute grande histoire, il y a deux camps, deux forces en opposition. Et ici, on parle de deux systèmes cosmiques qui sont radicalement différents. L'un est organique, créateur de vie, et l'autre, il est artificiel et destructeur. Et voilà, on entre dans le vif du sujet. D'un côté, on a ce qu'on appelle la matrice temporelle vivante. Pensez-y comme à la source originelle, quelque chose de vivant, d'organique, qui grandit, qui évolue à l'infini. C'est la création à l'état pur. Et de l'autre côté, en face, on a la matrice fantôme. Et là, c'est tout l'inverse. C'est artificiel, c'est un système fini, qui ne peut pas créer. Sa seule façon de survivre, consommer la matrice vivante. C'est un vrai parasite en fait. Alors, cette matrice fantôme, comment fonctionne-t-elle concrètement ? On la décrit comme une sorte de système de trou noir. Mais attention, pas un trou noir naturel comme ceux que la science étudie. Celui-ci serait artificiel. Il servirait de source d'énergie, de garde-manger, pour des groupes d'entités qu'on appelle les angéliques déchus. Et leur but ultime, c'est assez simple, aspirer toute la matrice vivante dans leur propre système pour la consommer entièrement. D'accord, on a donc deux camps. Mais comment se battent-ils? On ne parle évidemment pas de tanks ou de missiles ici, non. L'arme de choix dans ce conflit est beaucoup plus subtile et peut-être bien plus puissante. C'est la manipulation du temps et de l'histoire. Et cette fameuse arme, elle porte un nom qui fait un peu froid dans le dos, BEAST, pour Blank Slate Technology, ou technologie de la table rase en français. Sans entrer dans des détails trop techniques, il s'agirait d'une technologie énergétique qui jouerait avec la physique du temps, capable de créer de minuscules déchirures dans la trame temporelle pour affaiblir les boucliers protecteurs d'une planète. Les objectifs de cette technologie sont assez clairs. D'abord, affaiblir les défenses. Ensuite, inverser les cycles naturels d'énergie. Mais le but ultime, le voilà. Effacer l'histoire. Complètement. L'idée, c'est vraiment de créer une page blanche, une table rase, pour pouvoir réécrire par-dessus une nouvelle histoire, une fausse histoire qui sert les intérêts de la matrice fantôme. Alors, petite pause, récapitulons. On a d'un côté une réalité vivante, organique, qui évolue. De l'autre, un système parasite, artificiel, qui cherche à la consommer. Et pour y arriver, ce système utiliserait une technologie pour littéralement effacer et réécrire l'histoire. C'est le décor qui est planté. Maintenant, voyons les conséquences concrètes pour la Terre. On comprend donc que dans ce conflit, la Terre se trouve à un carrefour, un choix crucial avec deux chemins possibles, deux destins qui sont diamétralement opposés. D'un côté, l'ascension, l'évolution. De l'autre, la chute. Le premier chemin, le plus sombre, c'est celui qu'on appelle la Terre fantôme. C'est le scénario où la planète, en quelque sorte, rate son examen de passage. Elle n'arrive pas à faire le saut évolutif vers un état de conscience supérieur. Elle se retrouverait alors piégée dans un cycle inférieur, coupée de sa trajectoire d'origine, déconnectée de son plan d'évolution. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une planète descendante? Attention, ça ne veut pas dire qu'elle explose demain matin, non. La vie pourrait continuer pendant très longtemps. Sauf que le moteur est coupé. La planète est débranchée de la source. Elle vit sur ses réserves, si on veut, et s'épuise tout doucement sur des milliards d'années, jusqu'à finir par s'effondrer sur elle-même et devenir un trou noir. Bon, tout ça peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais où est l'humanité dans cette histoire? Eh bien justement, on ne serait pas de simples pions sur l'échiquier. Au contraire, l'humanité aurait un rôle clé à jouer, un potentiel immense qui est au cœur même de tout cet enjeu. Et ce potentiel, il tourne autour d'un seul chiffre. Un seul chiffre, 12. Ce n'est pas juste un nombre au hasard. D'après ses enseignements, ce serait la clé de voûte de notre structure originelle, la clé de notre potentiel génétique et spirituel, qui est aujourd'hui fragmenté. L'idée, c'est que l'humain prototype, l'humain à son plein potentiel, aurait eu un ADN bien plus complexe que le nôtre, un ADN à 12 brins. Et ce potentiel incroyable n'aurait pas été perdu, mais fragmenté, dispersé en 12 morceaux, un peu comme un puzzle géant, et réparti au sein de 12 tribus originelles à travers la planète.
Chaque tribu était donc la gardienne d'une pièce du puzzle génétique. Et la mission, le grand plan sur des millénaires, c'était quoi? Eh bien, que ces groupes finissent par se retrouver, par échanger leur savoir, leur code et par rassembler les pièces. Le but final, reconstituer l'ADN à 12 brins pour l'humanité tout entière et lui redonner accès à son plein potentiel d'ascension. Ok, deuxième récap. On a vu les deux destins possibles pour la Terre, soit une chute lente, soit l'ascension. Et on vient de voir que l'humanité est au centre de ce choix, avec ce plan originel basé sur la réunification d'un ADN à 12 brins. C'est une quête de longue haleine, mais alors comment on fait? Existe-t-il des outils pour y parvenir? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sort concrètement? Y a-t-il une méthode, un mode d'emploi? Eh bien, c'est là qu'intervient ce que certains appellent la science de l'ascension. C'est une sorte de boîte à outils pour naviguer dans cette situation complexe et réclamer notre héritage. Le principe de base, la philosophie derrière tout ça, c'est la loi de l'une. L'idée est en fait assez simple. Tout est connecté. Au cœur de chaque chose, de chaque être, il y aurait une étincelle de la conscience source, qu'on appelle ici le Christos intérieur. Attention, ce n'est pas un concept religieux, c'est l'idée d'un esprit créateur en nous. Et ça, c'est l'antidote parfait à la matrice fantôme, qui, elle, est basée sur la séparation et la division. Et l'outil concret pour appliquer cette loi de l'une, ce serait la science quilantique. Pour faire simple, imaginez que la réalité est un programme informatique. Eh bien, la science quilantique, ce serait le langage de programmation. C'est la science qui étudie comment la lumière, le son et certains symboles créent les blueprints, les plans d'architecte de tout ce qui existe. C'est, en quelque sorte, apprendre à lire le code source de l'univers. Et à quoi ça sert concrètement de connaître ce code? Eh bien, les applications seraient immenses. On parle d'activer les parties endormies de notre ADN, de comprendre comment les dimensions sont structurées, de maîtriser des véhicules énergétiques comme la Merkaba. C'est vraiment un pont entre notre propre biologie, notre spiritualité et les lois fondamentales du cosmos. Et l'une des applications les plus directes de cette science, ce serait la guérison Katara. L'idée, c'est un peu comme de faire une restauration du système sur un ordinateur. On retourne au blueprint originel, au plan énergétique parfait de notre corps, pour effacer les bugs, les distorsions, et restaurer la santé et l'harmonie qui étaient prévues par le modèle de l'ADN à 12 brins. Finalement, tout ce voyage à travers ces concepts nous ramène à une seule et unique question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Si notre conscience a vraiment le pouvoir de façonner la réalité, alors la balle est dans notre camp. Face à ces deux futurs possibles, celui de la consommation ou celui de l'évolution, la vraie question c'est: quelle réalité est-ce qu'on choisit consciemment de nourrir et de créer chaque jour?